À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre saga panafricaine sur Info TV Ouro Africa. 1h30 d'échange de réflexion sur les grandes problématiques du continent africain. Et avec ce soir, une inclinaison particulièrement économique, puisque nous allons évoquer ce défi constant des renationalisations sur le continent africain. C'est vrai qu'il y a eu 30 ans de privatisation et dès 2020, on a commencé à voir cette nouvelle inclinaison qui a mené de nombreux États qui se sont séparés hier d'entreprises stratégiques à justement reprendre la main sur ces entreprises-là. On va évoquer le cas récent au Cameroun avec Eneo. On a eu la Sénélec au Sénégal. On a eu la SEG du côté du Gabon. Toutes ces entreprises sont reparties ou alors ont recommencé à battre pavillon local. On va s'interroger sur ce défi-là. Qu'est-ce qui peut amener les États justement à reprendre en main les entreprises? Est-ce qu'on peut se départir du modèle de management africain et espérer rendre ces entreprises plus compétitives? Ce sera la question centrale qui va irriguer nos échanges. Et pour ce faire, ils sont déjà sur ce plateau, analystes, hommes politiques, hommes de sciences, qui vont croiser le verbe. Et pour les premières introductions, je vais commencer par ma droite avec le leader de l'Union des populations africaines, c'est Maître Jean Guizogo qui répond présent à l'appel. Bonsoir Maître. Bonsoir Stéphane Baga, mes amitiés à mes co-discutants de ce soir, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Je salue fraternellement l'équipe technique qui s'affaire à nous permettre de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Toute ma déférence aux populations camerounaises et africaines qui au quotidien bravent les épreuves de la vie chère et de mauvaises conditions de vie. Je voudrais rassurer déjà mes compatriotes sur le fait que ma barbe naissante ne signifie pas que j'ai pris le relais du grand frère Solo Nyololo. Parce que si je me lance dans cette épreuve, je suis sûr que je finirai aussi par enlever ma barbe. Parce qu'il n'y aura pas de gouvernement. Non, c'est juste parce que mon coiffeur n'était pas disponible. Merci pour l'invitation qui témoigne de la sympathie qu'Info TV a pour l'Union des populations africaines. Merci Maître de ne pas vous engager dans ce combat qui pour certains pourrait paraître perdu d'avance. Merci d'être présent en ces lieux. Autre acteur politique à ma gauche profonde, Léonie Denfoum. C'est un homme politique bien connu sur la scène politique au Cameroun. Il répond au nom de l'UNDP. Bonsoir Léonie. Merci, bonsoir Stéphane. Et je veux te dire merci une fois de plus de l'amitié que tu me fais. Je salue les Africains d'ici comme c'est d'ailleurs. Quand je dis c'est d'ailleurs, ils pourraient être hors du continent, mais oui, qui ont... ils sont nombreux à nous regarder. Oui, voilà, qui ont, j'allais dire, le réflexe de nous prendre en écoute et de suivre cette émission parce qu'elle est aussi consacrée à la diaspora. Et donc, je suis très heureux d'être sur ton plateau et j'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes de tes téléspectateurs. Merci. Merci Léonie Denfoum pour la présence en ces lieux. Autre acteur sur ce plateau, lui, il nous vient de la société civile, Franck Manson. Carlin, de son prénom, répond présent. Bonsoir Franck. Bonsoir Stéphane Baga, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'aborder ces sujets sur ton riche panel. Je dis également bonsoir à mes co-discutants et toutes mes amitiés à l'équipe technique sans laquelle nous ne pourrions réaliser une émission de qualité.
Je profite également de l'occasion pour faire un coucou à nos nombreux téléspectateurs, sans oublier le top management. Merci Franck Manson. Il faudra dire que c'est Célestin Tomo qui pianote les machines pour qu'on soit visible sur le monde, puisque aujourd'hui Info TV est visible quasiment partout. Nous sommes sur toutes les plateformes imaginables et même inimaginables, puisque sur Facebook nous sommes présents, sur YouTube, sur MyCanal, sur Canal Sat Horizon. Nous sommes là pour justement essayer de répondre à l'appel de toute l'Afrique qui nous regarde en ce moment. Autre acteur, le tout nouveau docteur Timothée Essomba aussi répond présent à l'appel. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane Barga. Toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Un coucou particulier à monsieur Evina Zam, téléspectateur fidèle de Ouro Africa, qui a réussi à avoir mon numéro de téléphone et avec qui nous avons des échanges, parfois houleux, mais très constructifs sur le devenir et l'avenir du Cameroun. Je fais aussi un coucou à Madame Essomba, qui nous suit en ce moment, ainsi qu'aux enfants qui ont décidé de ne pas dormir. Merci Timothée Essomba. Un coucou donc à Madame Essomba, puisque eux, ce sont parfois celles-là qui assument toutes nos mauvaises humeurs, toutes nos caprices, toute la dureté de la vie. Bonsoir à vous, chères dames, qui accompagnez ceux-là qui sont présents en ces lieux. Autre acteur, ce sera le dernier, le docteur Jean-Moïse Mbok, lui aussi répond présent à l'appel. Nul besoin de dire qu'il est désormais sur l'arène, ou alors dans l'arène politique. Il est ancien de la société civile. Il parle aux Africains et il aime bien les écouter aussi. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux discutants. Je regardais un peu tout le panel et je riais, je disais bon Dieu, le temps passe. Je suis sur le doigt sur ce c'est amusant et c'est agréable en fait, agréable parce que on est une génération assez particulière. Nous nous aimons, nous nous respectons, nous nous considérons et nous savons que chacun d'entre nous a sa valeur, sa place. Malgré les divergences, il y en a beaucoup. Nous, je crois que nous plus que les autres. Malgré les éclats de voix, il y en a beaucoup aussi. En fait, les éclats de voix sont l'expression de notre considération. C'est-à-dire que quand un docteur Essomba parle et que je reprends, c'est parce que je veux taper son ventre comme on dit. Il y a plus qui doit sortir parce que je sais qu'il y a de la matière, de la pertinence. Pareil pour Léonie et naturellement tous les autres sur ce plateau. Je voudrais saluer donc tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, et Léonie a bien fait de saluer la diaspora, oui, parce que c'est à elle qu'on fait le clin d'œil économique aujourd'hui. Tout à fait. Et moi j'ai envie de dire à cette diaspora, ne doutez pas, ne freinez pas des quatre fers. Je pense qu'à un moment donné, il faut d'abord penser à la mère patrie, il faut penser à la nation. Quoi qu'on dise, on peut avoir des raisons de ne pas vouloir participer, mais moi aujourd'hui je leur soumette quand même, je leur suggère de bien considérer la question avant d'avoir des positions tranchées. Une fois n'étant pas coutume, je souhaite saluer ma belle-sœur, l'épouse de notre cher ami Christian Kadjo. Ouais. Voilà, je voudrais saluer Yolande, Joséphine, lui souhaiter joyeux anniversaire parce que c'est son jour anniversaire aujourd'hui. Et je sors comme Timothée en saluant Madame Bo et les enfants qui justement ont dit, comme ceux de Timothée, papa on veut te voir à la télé. À un moment donné, et ma fille qui a 4 ans dit souvent je ne dors pas jusqu'à ce que tu rentres. Oui. Ça c'est notre plus grosse consolation, notre baume malgré les coups de la vie. Ce que Dieu nous a donné là, ça n'a pas de prix. Nous lui disons merci. Merci, docteur Mbok. Combien d'années, combien d'émissions, tout un parcours sur ces estrades, et ce qui est clair, c'est que le combat continue et il est même de plus en plus âpre, puisque l'Afrique justement attend les analyses et autres réflexions qui seront produites sur ce plateau. Alors, Lionel Foum, je me tourne vers vous. On a dit ce soir qu'on va évoquer justement une question sensible dans l'optique de développement du continent africain. On va évoquer ce défi qui est celui des renationalisations, puisque vous le savez, c'est, je ne vais pas dire la grande mode, mais sur le continent, c'est l'effervescence. Tous les pays souhaitent se réapproprier les domaines principaux de leur souveraineté. On parle du domaine énergétique, on parle souvent de finances, on parle de défense. Alors, le Foum, est-ce que vous comprenez justement cet appétit des pays africains à se repositionner souverains
en termes justement de matières premières, en termes d'énergie. Est-ce que vous comprenez ce basculement? Moi, je crois que... alors, vous questionnez la pertinence Oui. de ce choix. Je ne vais pas tout de go vous répondre par l'affirmative ou par la négative. Vous allez me permettre quelques développements. Allez-y. Oui, avant que nous parvenions à la réponse. Alors, j'ai envie de dire que en 1917, notamment avec la révolution bolchevique, qui permet d'implémenter les idées économiques de Karl Marx, on en enfin à la libéralisation tout azimut du monde, c'est-à-dire la capacité pour les économies à libéraliser les échanges, que ce soit au niveau des hommes, des biens et des moyens de production. Il y a comme une sorte de capitalisation du monde, mais Karl Marx va proposer un autre modèle, qui est celui, n'est-ce pas, de la privatisation, ou si vous préférez, l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a deux grandes tendances dans la gestion économique. Les tendances libérales, n'est-ce pas, qui veulent qu'il y ait une libéralisation, si vous me passez la tautologie, des biens et des moyens de production, ou si vous préférez, c'est ce qu'on appelle plus prosaïquement le capitalisme. Mais à côté du capitalisme, il y a ce que les modèles dits communistes. Là, c'est l'action inverse. Oui. C'est-à-dire, l'État se met comme au centre de l'économie et s'approprie les biens et les moyens de production pour pouvoir assurer une meilleure redistribution. Et donc, ce que l'on peut constater avec les pays africains, c'est que la plupart viennent aux indépendances après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a une concurrence entre les deux blocs que je venais de vous indiquer, le bloc de l'Est et le bloc de l'Est. Ce qui semble plus intéressant à ces régimes d'alors, c'est les modèles qui veulent que l'État soit au centre de la gestion de la vie économique, parce que ces modèles-là leur permettent aussi en même temps de maîtriser et de contrôler le pouvoir. Donc l'économie est une économie, j'allais dire, d'un modèle communiste, et la libéralisation, la vie aussi politique. Parce que dites-vous bien que si on libéralise l'économie, on permet aux capitaux de circuler, ça va, j'allais dire, fragiliser le pôle du pouvoir. Oui. Donc les pouvoirs ont aussi intérêt à maîtriser l'économie de manière à ne pas permettre à la société et à la société civile de manière plus large de s'émanciper. Alors, de nos jours, est-ce que ce modèle est pertinent? Permettez-moi un peu d'en douter. Mais Quel modèle? Le modèle de privatisation? oui, Oui. oui, de la renationalisation. La renationalisation. Oui. Permettez-moi d'en douter, mais il vient à la suite de certains mouvements sur la scène internationale, notamment les années 2000 avec la montée de la Chine, après le one-man show pratiquement des États-Unis, après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire des années 90, qui étaient les États-Unis ou bien l'Occident était presque la seule puissance sur, je veux dire, dans le giron international. Et on a vu comme une sorte de montée en puissance de la Chine dans les années 2000, ce qui a permis aux différents leaders dans nos pays d'avoir, j'allais dire, plus de choix, mais disons les choses telles qu'elles sont, d'être en capacité de recaporaliser et la vie économique et la vie politique pour pouvoir s'opposer en potentat. Donc les relents de nationalisation de cette économie suivent aussi cette marche du monde et de la mondialisation. Alors, Léonide, en un mot, comme en mille, bonnes ou mauvaises affaires, puisque nous sommes dans l'économie? Alors, moi, je crois que s'il faut voir le sens dans lequel on s'enrichit, c'est lorsque l'on permet à l'économie de s'ouvrir et de permettre aux capitaux. Quand je parle de capitaux, ce n'est pas que
les moyens financiers, mais c'est aussi non seulement les moyens humains, mais aussi la capacité intellectuelle, parce qu'il y a une production intellectuelle qui permet une irrigation, un développement des économies. Et donc, lorsqu'on ouvre une économie, on permet par exemple à une découverte qui a été faite par exemple au Japon, de s'implémenter au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que les caméras dernier cri que vous avez dans votre studio sont là pour faire du mal à l'émission que nous produisons aujourd'hui. Merci. Donc c'est à peu près de ça qu'il s'agit. Merci Leonid Mfoum. L'homme politique se sera exprimé. Ceux qui ont compris ont compris. Moi, je m'en vais prendre l'avis de maître Jean-Guy Zogo sur la question. Alors, Leonid nous a ramené aux fondamentaux des systèmes économiques avec Karl Marx et ses congénères très loin de nos latitudes, mais dont des décisions ont favorisé ou alors orienté l'action de ceux qui contrôlaient le continent africain il y a un siècle. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous avons par exemple Eneo qui est devenu Socadel. Alors, lorsqu'on va interroger cette action-là, et lorsqu'on va interroger les populations qui rêvaient, spéculaient sur un changement en termes de paradigme de qualité, on peut quand même s'interroger, est-ce que vous avez senti une plus-value dans le passage de Eneo à Socadel qui peut permettre à ce qu'on puisse saluer ces renationalisations? C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Stéphane Bagaï a un proverbe Mwenyimbasa qui dit que ce que tu fais parle si fort que ce que tu dis, je ne l'entends plus. En réalité, les gens vous scandent la nationalisation des entreprises publiques ou la renationalisation des entreprises publiques en oubliant qu'ils font partie du système qui a combattu le nationalisme. Parce que dans nationaliser là, il y a le nationalisme. Vous ne pouvez pas avoir combattu le nationalisme, avoir tué des gens. Et puis vous vous levez un beau matin pour dire nous on va nationaliser. Vous nationalisez quoi? Est-ce qu'il y a un parallèle, maître? Oui, il y a un parallèle. Parce que nationaliser les entreprises publiques, ça veut simplement dire se les approprier dans l'intérêt des populations. Oui. Ce n'est pas ce qu'on voit. Puisque, à la réalité, quel que soit le secteur d'activité, les entreprises en Afrique souffrent de 3 maux. Le premier, il y a un problème autour de l'arsenal législatif qui les encadre, qui génère beaucoup de conflits. Vous avez un pays où les gens font 50 ans à la tête des entreprises publiques. Et alors qu'il existe dans ces pays-là des lois qui limitent les mandats des chefs d'entreprise, des personnes qui doivent diriger ces entreprises-là. Il y a d'abord ce premier problème-là, c'est que vous ne pouvez pas être des nationalistes si vous n'êtes pas capable de respecter les lois que vous vous êtes données. La deuxième chose, c'est le fait que les entreprises publiques en Afrique souffrent d'un problème de management. C'est-à-dire que on pense que quand on dirige une entreprise publique, on n'a pas un devoir de redevabilité et de reddition des comptes. On n'a pas de compte à rendre. Ou de performance. Non, ça arrive après. Oui. On n'a pas un problème. Puisque si vous n'avez pas de compte à rendre, forcément on arrive au troisième problème qui est l'absence de rentabilité. Parce que les gens se disent que bon voilà, comme c'est une entreprise publique, elle n'a pas besoin d'être rentable. Et forcément ça entraîne 3 autres conséquences. La première, le sentiment d'impunité. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la loi et rien ne va leur arriver. Ensuite, il y a le sentiment que la société est divisée en 4 et que les entreprises publiques appartiennent à une certaine catégorie de personnes. Elles servent d'ailleurs d'instruments de reproduction sociale. Alors, et la troisième chose... Maître Jean-Guy Zogo, vous poursuivez. Est-ce que ce n'est pas faire tous les débats, tous les problèmes en un seul? La question de gouvernance, la question de management, la question de souveraineté, est-ce que lorsqu'on les met dans un même vase, on n'est pas en train de faire tous les problèmes en un seul? Justement, et la troisième chose, qui est la conséquence de l'absence de rentabilité, c'est le fait que les entreprises publiques sont des gouffres à sous, voire même des machines d'institutionnalisation du détournement de fonds publics. In fine, on ne peut pas dire que c'est faire un débat de tout, puisque j'ai l'habitude de rappeler que vous ne pouvez pas faire l'analyse d'une situation dans un pays en croyant que les frontières avec les autres aspects de la vie de la société sont étanches. Ce n'est pas possible. Quand on parle d'entreprises publiques, on parle d'institutions qui sont mises en place pour produire quelque chose,
moyennant et qui doivent le vendre et rapporter quelque chose. C'est-à-dire que le mot entreprise devrait disparaître si on oublie la qualité du management, la rentabilité. Surtout que c'est fait avec l'argent des gens. Oui. Parce que les gens pensent que le service public signifie absence de qualité dans le rendement et dans le rendu. Or, moi je voudrais quand même rappeler que quand j'ai commencé tout à l'heure par la boutade sur laquelle vous ne pouvez pas nationaliser alors que vous avez lutté contre le nationalisme, c'est pour vous dire que nous avons d'abord des économies qui souffrent de 3 mots. Premièrement, c'est des économies extraverties. C'est des économies qui sont néocoloniales. Vous ne pouvez pas prétendre que vous allez nationaliser les entreprises publiques alors que l'argent que vous utilisez, ce n'est pas vous qui le fabriquez. Ah oui, je suis désolé. Est-ce que, je reviens à ma question, est-ce que ce n'est pas faire tous les débats sur une seule problématique? Justement. La question de l'argent, est-ce que c'est ça qui empêche à ce qu'on puisse nationaliser une entreprise parce qu'on utilise le CFA par exemple? Vous savez, lorsque Hubert Kamgan disait que gouverner un pays, avoir un projet de société, c'est savoir avec exactitude quelle est la dose de mesures économiques et sociales qu'on va insuffler. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous prenez le secteur de la santé, vous ne pouvez pas l'analyser en faisant comme si les autres secteurs n'existent pas. Puisque si nous analysons la situation sanitaire d'un pays, nous allons forcément arriver au problème de route, de sécurité, d'approvisionnement, d'industrie de ceci, l'industrie pharmaceutique. Oui, l'industrie pharmaceutique. Tout est lié en fait. Oui. Et là, quand on dit les entreprises publiques qu'on veut nationaliser, je vous rappelle que les entreprises publiques touchent à tous les secteurs d'activité de la vie humaine. Nous sommes d'accord. Voilà. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'acteur politique, parce que moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, je suis là pour vous présenter quelque chose que les Africains refusent de regarder. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pouvez pas avoir, vous pouvez pas être dans l'incapacité de nationaliser votre économie et avoir la prétention de nationaliser les entreprises publiques dont on sait que la plupart sont privatisées au forceps et donc tenues par des entités extérieures. Si on prend, pour sortir, je vais prendre 3 exemples simples. On pourra revenir pour vous ne pouvez pas excusez, vous pouvez pas avoir la prétention de nationaliser les entreprises publiques ou de les renationaliser alors que vous êtes incapable déjà de vous assurer que le tissu économique des entreprises qui, elles, ne sont pas déjà des entreprises publiques, soit un tissu extrêmement vivace. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que l'esprit d'entreprise n'existe pas les entreprises publiques parce que les entreprises publiques en Afrique sont dirigées par des administrateurs et non des managers. Merci pour le premier jet, maître Jean Guizogo. Alors, docteur Somba, moi je me tourne vers vous puisque tout de suite les mots qui minent nos entreprises sont comme ça, portés à la connaissance de nos téléspectateurs par maître Zogo. Alors, la question pourrait être transversale, mais lorsque l'on observe justement cet esprit qui entoure cette décision de renationaliser, on a des questions de souveraineté, on a des questions d'ambition personnelle des États, on a des questions de qualité de service même. On a pris l'exemple qui est le plus parlant pour ceux qui nous regardent du côté du Cameroun. On parle de Eneo par exemple. Est-ce que aujourd'hui, lorsque l'on observe justement les critères qui amènent à ces renationalisations, on peut de façon sincère penser que ils peuvent faire mieux, je parle ici des managers, mieux que leurs prédécesseurs qui, eux, étaient justement des expatriés venus chercher fortune en Afrique? Merci Stéphane Barga pour cette question. Avant d'y répondre, permettez-moi de faire un détour dans le passé. Oui, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, on parle de nationalisation, de renationalisation qui sont perçus comme des trophées de guerre présentés par les révolutionnaires comme étant une panacée. Je ne dis pas que je suis contre la nationalisation, bien évidemment, je suis plutôt pour les nationalisations. Comment en sommes-nous arrivés là? Au lendemain des indépendances, les pays africains ont opté pour le modèle de capitalisme d'État, ou alors une sorte de socialisme africain qui était basé sur le modèle économique des économies de rente, cacao, pétrole et autres. C'est comme ça qu'on a donc bâti des entreprises qui tournaient autour des ressources naturelles dont nous exportions les matières premières. Oui. Mais rapidement, on s'est heurté à plusieurs éléments que je peux catégoriser en 2 grands blocs.
il y a des facteurs endogènes qui ont miné ce modèle économique et des facteurs exogènes. Du point de vue endogène, rapidement, on a été heurté à la question de l'endettement. Rapidement, on a été heurté à la question du fardeau financier de certaines entreprises, dû justement à la baisse du coût de certains produits de matières premières et qui nous a fait débouler très très rapidement sur les facteurs exogènes, notamment les ajustements structurels et le dictat des grandes puissances à partir notamment de la fameuse convention de Washington qui a institué les conditionnalités lorsqu'il fallait aider ou prêter de l'argent aux États africains. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous avions le choix de ne pas privatiser les pays africains face à tous ces éléments que je viens de prendre de façon résumée, sans oublier la crise même de management interne? Parce que les entreprises étaient créées pour résoudre des problèmes sociaux. Un État pourvoyeur de tout. L'idée d'un État qui peut produire, qui peut chercher de la rentabilité n'était pas dans le mindset. À ce niveau-là, ce n'est pas la première pierre, le premier caillou dans la chaussure, justement, du logiciel des États africains. Cette idée qu'une entreprise publique ne puisse pas être un objet de compétence. Puisque lorsqu'on s'appelle Huawei, on s'appelle Nextel. C'est l'État vietnamien Nextel. Huawei, c'est les Chinois, c'est l'État Samsung, c'est les Coréens. Mais ils sont présents sur l'attitude et ils font du bénéfice, ils font du gain. Pourquoi penser qu'une entreprise africaine ne soit pas en capacité justement de produire de l'argent et de faire du chiffre? Non, ce n'est pas penser. Je dis, c'était la logique gouvernante à cette époque. Ça a changé aujourd'hui? Où l'État était l'État total. L'État qui donne tout. Donc, ça a changé. Permettez-moi, c'était l'État qui fait tout. On ne payait pas à l'université, l'État offrait des bourses. Bien au contraire, on payait les étudiants qui venaient d'avoir le baccalauréat. Ils étaient payés jusqu'en année d'obtention de la licence. Il y avait des bourses pour aller à l'étranger. L'État donnait tout. Un État qui fonctionne comme ça ne peut pas tenir. C'est la raison pour laquelle ce modèle économique a échoué. Et rapidement, on est passé de l'État interventionniste au modèle de l'État régulateur. L'État régulateur, c'est lequel? C'est celui qui ouvre le marché, qui laisse faire, mais qui régule. Sauf que on est encore tombé dans notre propre piège. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de capitalisme pervers. L'exemple des néo que vous avez pris est très intéressant. Lorsque vous ouvrez trop le marché, surtout à des secteurs stratégiques dits de souveraineté, vous vous exposez parce que vous vous affaiblissez. On s'est rendu compte, par exemple, avec Eneo, que l'investisseur ne respectait pas le cahier de charges en matière d'investissement, puisque chaque franc qui rentrait était retourné dans le fonds d'investissement, des fonds de pension et autres. Je me rappelle d'un échange un jour avec un directeur général du pays, dont certains estiment que parce qu'il a été préfet, il ne mérite pas de diriger une société, qui m'a dit, Timothée, la question de l'électricité est une question hautement sensible. Parce qu'il faut de gros investissements à long terme. Et aucun investisseur étranger ne peut venir investir sur plus de 20 ans. Ils viennent avec des fonds de pension qui doivent être rentables rapidement. Il est urgent que l'État du Cameroun renationalise le secteur de l'électricité. Et que ce soit plutôt des investisseurs locaux qui savent que l'argent qu'ils vont injecter dans le secteur, même si eux ne récupèrent pas le bénéfice directement, peut-être leurs enfants ou leurs arrière-petits-enfants vont récupérer les bénéfices. Je ferme rapidement la dite parenthèse pour dire qu'on peut être préfet et très bien gérer une société. Kagame gère le Rwanda, c'est un ancien militaire. On l'a compris. Ibrahim Traoré fait des prouesses au Burkina Faso. Il n'a pas été formé en management. C'est un militaire qui n'a que la licence. Donc, il y a des poncifs qu'il faut éviter lorsqu'on veut développer une nation. J'ai fermé ma parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, l'enjeu est de récupérer ces secteurs stratégiques. Mais, est-ce que réellement, on doit nationaliser ou renationaliser juste parce qu'on veut être les propriétaires de nos structures?
rapidement on peut retomber dans les mêmes tares. Mais puisqu'on sent la privatisation qui a été un échec en termes de services publics. Il faut donc que la renationalisation ou les nationalisations tirent les leçons des échecs d'antan. Une maîtresse du management, j'ai nommé Nicole de Koopman, disait que le défi de l'administration publique aujourd'hui, c'est la privatisation des méthodes. Il faut qu'on copie les méthodes du secteur privé, la rentabilité, la redevabilité, la reddition des comptes, le culte de la performance, pour que les entreprises publiques évitent la dérive managériale. Je vais vous prendre un cas que j'avais déjà évoqué ici. Regardez l'organigramme de nos ministères. Il est obèse. Chef de bureau, chef de service, chargé d'études, chef de cellule, sous-directeur, chef de division, directeur, inspecteur, inspecteur général, secrétaire général, ministre. Bon Dieu! Prenez seulement ce que l'État dépense pour l'article 2 de tous ces postes. Alors, nous, on regarde plutôt à la prise de décision. Comment est-ce qu'une décision quitte du ministre jusqu'à... Je veux d'abord laisser même la lourdeur administrative. Prenez seulement les avantages. On vous dit qu'une entreprise sinistrée comme la SICAM avait 50 postes de directeur. Directeur signifie quoi? Véhicule de fonction, carburant et autres. On ne peut pas. Donc je me dis, c'est un réel problème que de nationaliser, renationaliser sans un code de gestion des entreprises et des établissements publics adossé à la performance. Regardez Socadel. Ça fait 2 mois que les dirigeants sont installés. Stéphane Barga, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a bougé en dehors du nom qui a changé? Les Camerounais vont vous répondre. Non, moi je dis non. Rien n'a changé pour vous. En sortant, Pour moi non plus. j'étais en train de discuter avec un invité qui me disait que lui se met déjà à regretter Néo. Le courant, c'est 2 mois après? 2 mois après, le courant est devenu les jeux de lumière. J'ai perdu mon disjoncteur hier à titre personnel Voilà. à cause des coupures intempestives. Donc j'ai été Qui n'y avait pas sur Néo? Elles sont pires maintenant. Et vous savez pourquoi elles sont pires? Dès qu'on a nommé le nouveau top management, il a couru vers la quête des finances. Il demande 650 milliards au banque pour refinancer. Si c'est moi qu'on avait nommé à la tête de la... C'est l'État qui a permis cette Ce n'est pas orientation. comme ça. Ce n'est pas... Justement, on recommence avec les mêmes erreurs. Non seulement il s'empresse d'aller demander de l'argent, mais il court dans son village aller organiser les meetings de remerciement au président de la République. Je ne suis pas contre les meetings de remerciement. Si c'est moi qu'on avait nommé à la Socadel, la première semaine, j'aurais donné un point de presse pour d'abord me présenter physiquement. Merci. C'est la priorité là-bas? Oui. Quand il n'y a pas d'électricité, Suivez. quand il n'y a pas d'électricité, vous voulez vous présenter? Qu'est-ce que ça change pour lui? Pour qu'une politique publique fonctionne, il faut qu'il y ait une symbiose adhésive entre le manager et la population. C'est Le important. premier élément, ça commence par les civils. Communiquer. Il faut communiquer. Deuxième élément, j'aurais commandé un audit des infrastructures. Je crois que ça a été fait. Tout simplement. Troisième élément, j'aurais mis sur pied un plan rendu public, un plan de délestage. Voilà. Parce qu'il ne faut pas mentir aux Camerounais. On ne peut pas avoir le courant du 1er au 31 24, en l'état 20 actuel. des choses. Mais il faut qu'on dise cette vérité aux Camerounais pour que le peuple adhère et accepte. Voilà. Le plan de délestage a quel objectif? Je sais que j'ai le courant sans interruption de lundi à mercredi ou de lundi à jeudi 4 jours. Je programme mes activités dans les 4 jours. Les 3 jours autres, je n'aurai pas le courant parce qu'un autre quartier en aura. Ça crée le peuple se sent... Monsieur Somba, vous voulez envoyer les Camerounais dans la rue? Non. C'est 3 jours sans électricité. Les gens font déjà 1 mois sans électricité. C'est compliqué. Relancer exactement. Les gens font déjà 1 mois sans électricité. Oui. Le peuple à qui on a dit la vérité va accepter de serrer la ceinture parce qu'il sait qu'au bout d'un certain temps, la situation va changer. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on sème l'illusion Voilà. qui fait que certains font 1 mois sans courant Voilà. Ils ne sont pas dans la et rue. les tensions montent.
Et ça, c'est quoi? La communication, c'est une méthode du secteur privé. Merci, docteur Somba. Je suis pour les nationalisations, mais il faut qu'on intègre la nationalisation dans la gouvernance moderne. Merci. Alors, Franck Manson, moi je me tourne vers vous, puisque écoutez les uns les autres sur le plateau, nationalisation, renationalisation, comme on disait à l'époque de Lumumba, c'est privatisation, dans indépendance avant et égal à sans indépendance après. Si on se comprend bien. Alors, moi, je me tourne vers vous, puisque il faut quand même avancer. Est-ce qu'en 2026, après toutes ces étapes, colonisation, indépendance, on a eu sur le plan financier et économique des ajustements, il y a eu des privatisations. Aujourd'hui, on lutte pour sortir la tête de l'eau avec justement ces renationalisations-là. Mais est-ce qu'avec le même système, avec le même code, ou alors les mêmes ADN managériaux que M. Somba a essayé de brousser là, est-ce qu'on peut sortir du lot lorsqu'on a des entreprises publiques et même parapubliques qui sont quasiment des gouffres à sous, qui n'ont dans leur ADN et logiciel aucune perspective de compétitivité? Est-ce qu'on peut sortir la tête de l'eau lorsqu'on est des États africains, lorsqu'on est Sénélec, lorsqu'on est Eneo, Soukadel, mettez-y le nom que vous voulez? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Stéphane, vous avez mis un sujet très profond et très complexe sur la table. Ce qui fait que nous n'aurons certainement pas assez de temps pour l'aborder. Voyez-vous, la renationalisation sans la reformation, la refondation de la gouvernance, et c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est la raison pour laquelle je vais me rapprocher un tout petit peu du docteur Somba. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter un problème de façon superficielle et espérer des résultats escomptés. Vous voyez, quand vous venez couper une branche d'arbre, ben, elle va rebougeonner, ça c'est certain. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous revenions un peu à la racine. Je vais toucher d'autres aspects, indépendamment des aspects que Timothée a touchés. Parce que la renationalisation précède la privatisation. Oui. Mais quelles étaient les causes des privatisations? De la privatisation. Elles sont nombreuses. Voilà. Au-delà de ce qu'il a dit, il y avait les questions de gouvernance. 1. La plupart des entreprises étaient des refuges pour des partis politiques au pouvoir. 2. Ça a changé aujourd'hui? Les nominations étaient des récompenses. Les nominations ne reposaient aucunement sur le principe de méritocratie. Oui. Vous voyez. Il n'y avait toujours pas d'audit, toujours pas de transparence. Et ça fait partie justement des facteurs qui ont participé à couler les entreprises. A fait couler les entreprises au point où on était obligé justement de les privatiser. Ceci étant dit, Stéphane, quand vous renationalisez les entreprises, sommes-nous justement certains que les éléments ou alors les causes d'un temps ont été élaguées, ont été, je peux dire, effacées, nettoyées? Oui. C'est pourquoi, personnellement, j'aime toujours aborder les choses dans un aspect beaucoup plus philosophique, Stéphane. C'est pourquoi je voudrais convoquer ici la nature et l'origine de la vision entrepreneuriale dite africaine. On parle de l'entrepreneuriat, puisque nous sommes dans le domaine des entreprises. Restituons bien le contexte. On n'est pas dans l'entrepreneuriat individuel. On parle là de l'entreprise publique et parapublique dont les référents ne sont pas les mêmes. Si on est au Cameroun, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui doivent aider à l'emploi, qui n'ont pas justement pour ADN de faire de la compétition. Je ne dis pas non, Stéphane, mais quand on met sur pied une entreprise, quand je parle de vision entrepreneuriale, quand on met sur pied une entreprise, l'objectif c'est quoi? Je pense que quelqu'un derrière l'a dit. C'est de répondre justement aux besoins des populations. Tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez. Dès lors que les renationalisations ne seraient peut-être pas en mesure de répondre aux besoins des populations, pourquoi donc en fait renationaliser? Alors, je pourrais vous poser la question inverse, Franck Manson. Que faites-vous? Elles sont nombreuses ces entreprises-là qui interpellent et interrogent. Lorsque vous vous appelez, par exemple, je le dis avec tout le patriotisme que nous déployons sur ce plateau,
Que faites-vous lorsque vous appelez Camerco, par exemple, et que vous avez pour ambition de servir le Cameroun, mais qu'il y a une dette qui vous plombe? Il y a justement une ressource humaine qui parfois ne se justifie pas. Lorsqu'on est autant déficitaire et qu'on a autant d'employés, peut-être il faut faire des ajustements en termes de personnel. Il faut donc licencier ou déflater avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence sociale. Est-ce que là, on n'est pas devant un cas d'école? Quelle est l'orientation de l'État du Cameroun sur ce type de position-là? On envoie les gens au quartier avec tout ce que cela crée comme tension, ou alors l'État-providence continue à injecter de l'argent dans une entreprise non rentable. Ce n'est pas une question d'injection d'argent de l'État-providence, Stéphane. Et c'est pourquoi j'ai tout à l'heure convoqué ici la question de la refondation de la gouvernance. Vous savez, il y a un discours de Mitterrand des années 95 qui dit, la France, parlant d'une nation, il dit, c'est une réalité spirituelle. Et cette force spirituelle s'adresse à tous les hommes. Or, quand on parle d'une nation, la nation se structure sur le plan politique et sur le plan économique. Et là, nous sommes dans le domaine de l'économie. Ça veut dire que, aussi longtemps, Stéphane, qu'il n'y a pas une révolution du point de vue spirituel sur laquelle on va s'appuyer, permettez, pour développer les entreprises, on n'arrivera à rien. Voyez-vous, quand je parle de la gouvernance, je convoque ici, en fait, la pertinence spirituelle de ceux qui sont parfois placés à la tête des entreprises. Vous voyez? Vous savez quoi? Des pasteurs à la tête des entreprises? Non, mais c'est pas simplement des pasteurs. Pas, comment vous dites qu'on souhaite des pasteurs? Moi, je crois on souhaite à la tête d'entreprise des gens qui ont une vision. Ce qui fait beaucoup de mal à notre nation, à nos entreprises, c'est parce qu'il y a un défaut relatif à la vision de politique générale pour le développement du pays, Stéphane. Vous voyez? Ce qui fait que quand quelqu'un accède à une fonction, place quelqu'un à la tête d'une entreprise, généralement, il doit d'abord satisfaire celui qui a participé à ce qu'il soit placé là. Vous comprenez? De deux. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis, je l'assume. De deux. Il a ses propres besoins. Il a ses besoins à satisfaire. C'est pas naturel? Mais c'est pas naturel, c'est naturel, mais le problème, si vous le faites au détriment de l'intérêt collectif. D'ailleurs, Stéphane, quand vous occupez une fonction régalienne, que ce soit dans l'administration ou bien dans une entreprise, je pense que ce qui devrait déterminer votre orientation de fonds, c'est d'abord l'objectif recherché. Ce n'est pas vos besoins. On ne vous place pas là d'abord pour vos besoins. On vous place là pour développer l'entreprise et aider les populations. Et c'est alors que, naturellement, vous pourriez bénéficier. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des images très simples qui doivent nous instruire, Stéphane. Quand on conçoit un robinet, écoutez, le robinet n'est pas conçu pour lui. Le robinet est conçu pour distribuer de l'eau aux populations. Mais seulement que le robinet, il est le premier bénéficiaire. Mais imaginez que le robinet, s'attelle, c'est-à-dire à se nourrir de lui-même, se nourrir essentiellement lui. Qu'est-ce que les populations auront? Ça veut dire que quand vous êtes un gestionnaire, tant qu'il n'y a pas cette révolution de conscience, je parle de la révolution de conscience, faisant mention d'une révolution spirituelle, Stéphane, je vous assure que quel qu'en soit ce que l'on va faire là, ça ne nous mènera pas à grand-chose. Merci. Alors, on prend 2 ou 3 réactions avant que Dr Mbok prenne la parole. Celle-ci nous provient de Libreville au Gabon. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. C'est de la part de Bernard Sylvestre, Camerounais résident au Gabon, plus précisément à Libreville. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, concernant la thématique, il faut donner à l'État une véritable boussole pour une politique de prospérité des États modernes. Merci pour la contribution du Gabon. Bonsoir le plateau. Docteur Essomba, mon combat, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu deviens de plus en plus pertinent dans tes analyses et sans parti juste objectif. Mais le préfet, tu le défends comme un poche ou par rapport à ses résultats. tu mérites néanmoins un wall de cola. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour ton brillant doctorat, Jacques de PK8 a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Nous avons dit wall cola. Sans aucune publicité. Bonsoir à vous sur le plateau. J'apprécie énormément les éclaircissements que M. Jean-Guy Zogo, président général de l'Union des populations africaines, UPA, apporte. Merci de la richesse de votre plateau. Vous ne cessez de nous éclairer davantage. C'est M. Ayimbe depuis Ebolova.
une réaction qui nous vient de Cotonou au Bénin. Bonsoir, j'aime votre émission, mais vous ne lisez pas mes messages parce que mes points de vue ne cadrent pas avec votre idéologie. Alors, moi, je ne sais pas de quelle idéologie il est question. Sur le plateau de Ouro Africa, votre message a donc été lu depuis, vous qui nous regardez depuis le Bénin. Nous, on va profiter pour donner la parole au docteur Jean-Moïse Bock. Alors, est-ce que, docteur, l'Afrique n'est pas dans une espèce d'aventure ambiguë à la Cheikh Hamidou Kane, où on se retrouve à vouloir une chose et son contraire, à faire un pas en avant et faire 3 pas en arrière, puisque le logiciel qui a conduit à ce qu'il y ait des privatisations, lorsqu'on revient aux renationalisations, on retrouve les mêmes référents, les mêmes éléments de langage, parfois les mêmes acteurs, puisque Sokadel aujourd'hui a un acteur qui quasiment a dépassé les frontières et qui a même dépassé l'OTAN puisqu'il revient aux affaires. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on s'interroge. Est-ce qu'on peut faire ce changement socio-qualitatif voulu avec les renationalisations en utilisant la même ressource humaine, le même logiciel, la même mentalité qui amène à ce qu'on ne pense pas qu'une entreprise publique ou parapublique en Afrique puisse faire de l'argent? Écoutez Stéphane, tout en faisant bien les propos de mes co-panélistes, j'ai envie de faire un retour dans l'histoire de l'Afrique. Parce qu'en fait, quand vous parlez d'aventure ambiguë, c'est exactement ce qui arrive à l'Afrique. Sur 54 pays, 52 ont été colonisés. Il n'y a que le Libéria et l'Éthiopie qui n'ont pas été. Libéria parce qu'il a été mis sur pied après. Alors, vous avez en face de vous plusieurs nations qui ont, pendant la colonisation, étudié vos pays, connaissent vos richesses, connaissent votre potentiel, connaissent votre force. En fait, vous connaissez mieux que vous-même. Et puis, par un concours de circonstances, on découvre que les Africains sont aussi des humains. Il faut leur donner une sorte d'indépendance. Mais en fait, c'est qu'on dit à la chèvre qu'on te lâche, mais on tient la corde. Alors, là, les indépendances, Maître Guizogo le rappelle souvent, ont été faites de manière très particulière. C'est-à-dire qu'on a tout vicié et on a enseigné le vice. On a, et même quand vous prenez le déroulé du docteur Essomba, c'est dans le même esprit. C'est-à-dire que depuis la base, depuis la fondation, les logiciels qui ont été mis sur pied étaient programmés pour échouer. Parce qu'il faut qu'on vous amène à ne pas réaliser ce que vous avez comme potentiel. Et il faut donc qu'on crée des divisions, qu'on crée de la confusion, qu'on crée de la séparation. Même la création des castes sociales, c'est un programme. Il faut fabriquer certaines personnes au détriment des autres. Bref, il faut créer un climat délétère dans la nation. À ce niveau, docteur, est-ce que ce n'est pas des excuses faciles? Est-ce que ces référentiels n'existent pas à Singapour, en Corée, en Chine, où justement on a eu aussi ce mauvais départ, mais on s'est ressaisi? Qu'est-ce qui empêche à ce qu'un manager arrive et mette sur pied une technique de gestion qui permette, tout en sauvant le social, qu'on puisse être un peu performant? On ne va pas faire de la publicité, mais même au Cameroun, même au Gabon à côté, on voit des entreprises qui parviennent à juguler ces deux aspects, le social et la performance. Juste un mot, ce qui empêche ces managers, c'est parce que la plupart du temps, ceux-là ne sont pas des griots. Bon. C'est vous qui le dites, alors essentiel. Le deuxième chiffre que je veux convoquer ici, c'est la question de la monnaie. Sur les 54 États, 40 ont réussi à s'affranchir. L'Afrique sort quand même de loin. C'est-à-dire qu'il reste 14, notamment notre zone, hein, oui. C'est lui et moi et la CEMAC, qui restent dans le giron de l'esclavage monétaire. Oui. Mais quand vous voulez la performance, et tout ce que vous avez convoqué, ce n'est que ceux-là qui ont cette liberté économique et monétaire, voilà. Une liberté de penser, de réfléchir et de mettre sur pied des politiques. Parce que Stéphane, j'insiste là-dessus. Celui qui tient votre bourse vous oriente comme il veut. Parce que vous avez beau être un manager brillant, avec un projet intéressant. Quand vous le posez sur la table, celui qui tient la bourse doit le valider. Donc vous n'avez pas la liberté opérationnelle. Et nous sommes donc dans ce cas de figure. L'Afrique sort de loin, l'Afrique sort de beaucoup de tourments, mais aujourd'hui l'Afrique est en train de réaliser qu'il y a beaucoup de tares, qu'il y a beaucoup d'avatars. Et c'est pour ça que nous sommes sur un plateau comme celui-ci,
pour pouvoir construire dans non seulement le mental des Africains, mais aussi des dirigeants et des potentiels dirigeants. Alors, docteur Mbok, la nouvelle logique. Sur ce plateau de Ouro Africa, les plateformes nous l'enseignent, que nous sommes éminemment suivis, surtout au Gabon. Oui. Est-ce que le déroulé que nous mettons à la disposition de nos frères africains n'est pas un déroulé de paresse, excusez-moi pour l'expression, puisque on construit un mental, on sort de loin. Est-ce que Singapour ne sort pas de loin? Il y a 40 ans, ils étaient quasiment sur la même ligne que nous. Mais ils se sont mis à jour en termes de gouvernance, en termes de management, en termes de vision. Mais nous avons des managers qui sont comme ils sont. On va pas leur... C'est difficile d'évoquer ce sujet sans se poser la question de la prise de conscience africaine. Est-ce que nous avons pris conscience des enjeux et des défis qui sont les nôtres, Dr Mbok? Le docteur Somba a convoqué la vérité à dire au peuple, aux populations, ceux qui nous écoutent. Les modèles que vous convoquez, c'est des modèles qui ont trouvé une méthode de communication interne pour booster le mental de leur peuple parce qu'on allait quelque part. Tout à l'heure, Manson a parlé de la vision. La vision commence par là. Voilà d'où nous sortons. Voilà quels sont nos défis. Voilà quels sont nos obstacles. Et voilà comment nous pouvons travailler pour les surmonter. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes à la phase de travailler à surmonter nos défis. Mais il faut les identifier. Il faut pouvoir les pointer du doigt. Le premier défi, c'est que quand vous parlez de nationalisation ou renationalisation, quand les fondations même de ce concept sont biaisées, vous allez arriver à rien. C'est donc là que je dis que l'Afrique, notre génération, est intéressante dans la mesure où nous n'avons plus les yeux fermés. Nous savons que vous créez une société, mais vous tenez notre économie. C'est pour qu'on fasse quoi? Mais maintenant, si on cherche le plan B, ça ne doit pas être un plan de copinage, ça ne doit pas être un plan de facilité ou de mensonge, c'est un plan de vérité. Prêchons par l'exemple. Oui. Nous avons des entreprises au Cameroun, vous les connaissez tous sur ce plateau, qui quasiment sont des morts-nés ou des nés-morts. Mettez-y le véridique que vous voulez. Mais lorsque, dans un pays, l'État... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Les entreprises sont quasiment sous oxygène permanent. On ne va pas les citer, on les connaît. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on renationalise. On a évoqué Cameco, on a évoqué Neo et autres. On amène des managers internationaux. On l'a même vu à la Camer, il y avait des expatriés qui sont arrivés, mais qui sont repartis eux aussi. Sans résultat. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque la question spirituelle, que certains évoquent, la question technique, semble avoir dépassé tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Stéphane, la question n'a pas dépassé tout le monde. C'est parce qu'on refuse de se dire la vérité en face. Tout simplement. On veut trouver des termes polis, polissés, pour ressembler aux autres. J'ai dit, quand vous dites que vous m'avez vendu la chèvre, et vous continuez à tenir la corde, la chèvre avec, vous ne me l'avez pas vendu. Parce que ne me dites pas que nos gouvernants ne réfléchissent pas. Ils savent très bien qu'ils sont pris dans un piège. Ils ne peuvent pas fermer certaines sociétés parce qu'ils sont tenus quelque part. Ils savent que c'est des gouffres à sous. Mais puisque c'est un montage qui est savamment pensé, savamment structuré, vous pensez qu'un président, que ce soit du Cameroun, du Gabon ou du Tchad, serait content de voir une société d'État crier faillite chaque année, déficit de 2 milliards, déficit de 5 milliards, de 15 milliards, mais l'année d'après, on se bat pour trouver l'argent et repartir. Il y a une entourloupe quelque part qu'on ne nous dit pas. Mais nous ne sommes pas dupes, on voit qu'il y a un problème fondamental. Ouais. Il faut donc dire que nos chefs d'État, étape par étape, ont réussi à casser quelque chose, à changer quelque chose. Vous avez l'impression? Oui, c'est une lutte de longue haleine. J'ai l'impression tout simplement parce que même quand les sociétés étrangères arrivent chez nous, prenons les multinationales comme MTN et autres, il y a quand même un type de service. Ce n'est pas optimum, mais il y a quand même un type de service que les populations peuvent avoir. Contrairement... Oui, on a aussi vu, c'était arrivé comme Actis, via Neo et tout. On a vu un service médiocre, un cahier de charges non respecté, sans que l'État ne dise rien. Stéphane, ce n'est pas que l'État ne dit rien.
l'État ne peut que dire ce qui est au niveau de son contrôle. Puisque le docteur Somba sur le plateau a relevé un certain nombre de faits en termes de l'infrastructure. La mise à jour de l'infrastructure qui avait été promise par le groupe Actis, par exemple, pour ce qui concerne l'énergie au Cameroun, ça n'a jamais été respecté. Et l'État a subi cela jusqu'à la rupture du contrat. J'ai envie de parler d'une manière tellement simple que la grand-mère qui est au village m'écoute et me comprenne. Quand vous ne tenez pas votre monnaie, en français facile, si Timothée Somba veut vous envoyer 1000 francs et il passe par moi, et je me souviens que tu me dois même 500 quelque part, où je décrète que je retienne 500, il veut t'envoyer 500. Tu auras beau crier sur Timothée Somba, lui il aura envoyé effectivement ces 1000 francs, mais tu auras eu 500 parce qu'il y a un payage très compliqué qu'il faut qu'on puisse gérer. Pourquoi on ne dit pas ça de manière aussi simple? Pourquoi on veut essayer d'embellir la chose? Jean-Maurice Mbok, nous devons à qui éteindre la nature, la hauteur de cette dette. Actis, fonds américains. Quand vous voulez envoyer l'argent au Cameroun, vous passez par la France. Il faut dire ça en chinois. Aussi simple que vous ça. passez par la France. Qu'est-ce que la France libère? C'est là notre question. Stéphane, aujourd'hui, je suis en train, et j'ai pris la peine de vous dire que des 54 nations, 40 ont pu s'affranchir. Donc 40 de ces nations peuvent aujourd'hui être aisément la fierté africaine. Aller en Afrique de l'Est, aller même en Afrique de l'Ouest, aller dans certains pays en Afrique qui ont leur monnaie, il y a une liberté de manœuvre, il y a une facilité de renationalisation et même de capacité de s'exporter. Alors sur Zimbabwe, où on paye du peu avec 2 boîtes d'argent. C'est pas vrai. S'il vous plaît, arrêtez pas l'image du Zimbabwe à ce niveau, parce que quand ils ont mis sur pied leur monnaie et que ça ne fonctionnait pas, ils ont eu l'humilité de corriger cette affaire. Aujourd'hui, c'est le dollar qu'on utilise au Zimbabwe, pas que, mais ils ont mis le dollar en avant, le temps de se restructurer, il faut reconnaître ça. Ce que je vais dire ce soir, Stéphane, en Afrique aujourd'hui, si on veut imiter le modèle chinois par exemple, il faudrait qu'on développe la facilité de se dire les choses comme elles sont. Dire qu'on doit se libérer de la colonisation monétaire n'est pas être ennemi de la France. Ce n'est pas comme si on a un problème contre eux. C'est simplement leur dire que ce que nous voulons faire, la façon que vous nous gérez là, elle ne nous convient pas. Il faudra encore trouver un autre moyen, une autre façon de procéder. J'insiste sur le fait que ceux qui nous ont colonisés savent exactement ce que nous avons, ont gardé à l'esprit qu'ils doivent exploiter ce que nous avons et font tout pour continuer à nous tenir. Il y a un projet qui est bien monté pour que les dirigeants ne soient pas performants. Parce que quand ils ne sont pas performants, le peuple leur en veut et les autres les tiennent. C'est un projet qui est savamment monté. Sinon, nous, on ne peut pas démonter cela. Pour non seulement de donner aux dirigeants, mais leur donner aussi l'intelligence de pouvoir créer des think tanks qui n'ont rien à voir avec le gouvernement central pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est là que Franc-Maçon parle de volet spirituel. Ce n'est pas une affaire de pasteur ou de prêtre. C'est une affaire d'idéologie fondamentale de développement de l'Afrique. C'est à partir de là donc qu'on a des acteurs parallèles qui sont financés. MTN, c'est un acteur parallèle de développement qui est financé par l'Afrique du Sud. On peut citer d'autres concepts comme ça. Il faut des acteurs parallèles qui vont développer la nation en termes de produits, de production et de création d'emplois. C'est ce qui fait donc que progressivement, on va se libérer de cette corde-là qui ne fait que nous créer des problèmes. Merci, Dr Mbok. Bonsoir à vous en studio. C'est Adamou depuis Ebolova. Monsieur Somba, tu as fait raison, car tous ceux qui sont nommés travaillent au profit de celui qui les a récompensés, eux-mêmes et non pour la population. Merci. Bonsoir Stéphane, j'aime bien le raisonnement du jeune aux lunettes. Vous avez répondu vous-même à la question que vous avez posée. Dr Mbok travaille avec un logiciel obsolète. Ce sont de planifier. Le docteur dit une chose qui ne tient pas. Merci. Bon, j'espère que vous avez des propositions. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Bonsoir Stéphane, ravi de la qualité de tes sujets. Malheureusement, les panélistes qui viennent chercher à se positionner, vous qui soumettez le sujet, vous n'êtes pas docteur. Non, non, moi je ne suis pas docteur, vraiment. Être docteur, c'est un parcours, vraiment. Je ne suis pas docteur. Pour dire à certains de vos panélistes que le doctorat ne fait pas de vous. Pourquoi cette fixation sur le doctorat, monsieur Jean Bacat? Donne ta participation. Donnez, contribuez. C'est la tribune panafricaine. Donnez, laissez les questions du doctorat.
Oui, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Prenons plutôt une autre contribution. Vraiment. Bonsoir. La renationalisation de l'entreprise publique en Afrique devait servir l'intérêt général. Or, elle échoue souvent à cause d'une mauvaise gouvernance. Le principal problème est la nomination des managers non outillés. Nommer un sous-préfet comme DG de la Socadel, une société agro-industrielle, en est l'exemple parfait. Faute de compétences techniques et de vision économique, la structure s'enlise dans l'inefficacité. À cela s'ajoute le clientélisme et le népotisme. Les postes clés deviennent des récompenses politiques au lieu d'être basés sur le mérite. Résultat, déficit, mauvaise qualité de service et découragement des usagers. Sans professionnalisation et méritocratie, la renationalisation restera un échec. Merci à vous, Bertrand Mbada. C'est un Plec qui a justement réagi sur le plateau de Ouro Africa. Bonsoir à vous en studio. Le panel soulève une problématique essentielle. Toutefois, le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans la renationalisation des entreprises stratégiques, mais dans la nature même de nos États. Tant que ceux-ci demeurent marqués par une faible souveraineté politique, économique et financière, toute renationalisation risque d'être un changement de propriétaire sans véritable changement de gouvernance. Tout simplement. En d'autres termes, une entreprise renationalisée par un État qui ne maîtrise ni ses choix stratégiques, ni ses ressources, ni ses leviers de décision ne produira pas les effets escomptés. La priorité est donc de construire des États réellement souverains, capables de définir et de défendre leurs intérêts sans souveraineté. La renationalisation sans souveraineté, la renationalisation restera largement symbolique. C'est M. Thierry Evina Mimbama qui a réagi. Ouais. Alors, René Doufoum, on est là justement dans cette situation que j'aime bien rappeler, cette aventure ambiguë, où finalement on ne sait plus où on est, où est elle-même sa position. Quelle est la position justement des entreprises africaines aujourd'hui? Est-ce qu'elles peuvent être compétitives avec les référents qui sont les leurs? Est-ce qu'elles peuvent justement remplacer celles internationales expatriées qui étaient là? Et comment est-ce qu'on peut arriver à construire des champions africains? Est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'au dépend de Huawei, de Nestlé, de Samsung, de Mercedes, on puisse construire des champions et des entreprises référenciées africaines capables justement de porter le développement du continent? Oui, et pour ça, il y a un modèle. Le modèle chinois notamment, oui. Et qui est un modèle, j'allais dire, plus que récent. Mais disons les choses telles qu'elles sont réellement. C'est Deng Xiaoping qui est le père de la révolution économique chinoise qui disait que quelle que soit la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Il attrape la souris. Oui. Donc il faut pouvoir arriver à ce type de pragmatisme-là. Moi, je vais tout de suite décliner ce que je suis sur le plan économique sur ce plateau. Moi, je suis d'essence libérale en matière d'économie. Parce que, dites-vous bien, je ne pense pas que l'État ait des outils nécessaires pour pouvoir caporaliser et être un facteur de production dans... Est-ce que ce n'est pas aussi une erreur stratégique d'ouvrir le marché à tout le monde, à des gens qui vont écraser notre faible tissu local? Lorsque, par exemple, dans l'alimentaire, vous ouvrez le marché, comme c'est le cas en Afrique, et qu'on se trouve avec des entreprises qui peuvent produire 3 000, 4 000 bouteilles de lait par jour, et que les locaux peuvent la faire 150, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique? Alors, vous parliez de la compétitivité tout à l'heure. Oui. Pourquoi est-ce que nous peinons à gérer nos industries ou nos grandes entreprises? Vous parliez tout à l'heure de la fêtière qui s'occupe de l'électricité au Cameroun. Le vrai problème, c'est que lorsque vous prenez le coût du kilowatt sur le marché international, parce qu'il y a un coût, vous allez vous rendre compte que les acteurs privés que vous allez intéresser ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que l'État est obligé de faire dans le social, dans des pays tels les nôtres. Si par exemple à l'international le kilowatt coûte, je vais faire une projection, environ 1000 francs, il est difficile qu'au Cameroun on ait la même projection. Et donc l'État va revenir à des privatisations. Alors qu'est-ce qu'il faut? Puisque nous sommes, j'allais dire, à des subventions. Alors qu'est-ce qu'il faut
puisque nous sommes en train de parler en tant qu'Africains sur... Oui, et qu'il faut construire des logiciels africains, Oui. des champions africains, des super entreprises africaines. Bon, c'est là où le panafricanisme doit pouvoir intervenir. À savoir que pour une société d'électricité telle la nôtre, un marché qui est constitué pour l'essentiel d'à peu près 30 millions dans ces 30 millions-là de manière pertinente, voire même moins de 10 millions de consommateurs. C'est un petit marché, il n'est pas intéressant. Alors il faut arriver à des concentrations un peu plus importantes. À l'échelle, par exemple, de notre sous-région, il faut réfléchir à cette échelle-là. Mais aller aussi dans le modèle que la Chine a... On peut chercher la sous-région quand on n'est pas d'abord satisfait. Mais vous ne pouvez même pas être satisfait si vous ne pensez qu'à vous. C'est ça le véritable problème. Vous ne pouvez pas être satisfait. Alors, qu'est-ce que la Chine, elle a fait? C'est que elle a développé, à côté de la coopération internationale, un véritable transfert de technologies. Il faut aller vers là. Ce n'est que ce transfert de technologies-là, parce que nous avons le dividende technologique avec nous, qui peut nous permettre de construire à moindre coût, parce que cette technologie-là nous appartient, n'est-ce pas, qui peut nous permettre de construire, de bâtir les infrastructures à moindre coût et d'assurer le social dans ce que nous faisons, parce que nous ne pouvons pas faire sans. Si nous prenons uniquement les entreprises du CAC 40 ou bien des grandes places boursières internationales, eh bien, sans avoir la capacité technologique nous-mêmes de construire, ce sera un problème. Donc, il faut que l'Afrique se regroupe, si ce n'est elle-même, de manière à fonder un grand marché. Parce que dites-vous bien, quand la Chine construit, c'est 3 milliards, à peu près 400 millions d'individus, de potentiels consommateurs. Donc, ça peut permettre à une industrie d'être rentable. Mais chez nous ici, avec moins de 10 millions de consommateurs, une énergie qui est siphonnée, volée dans les quartiers. Volée pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les moyens de payer. Les gens n'ont pas les moyens de payer. Et donc, l'actuel directeur général de cette société disait qu'il va d'abord combattre la fraude. Oui, il faut combattre la fraude. C'est le meilleur combat, c'est le choix pertinent qu'il faut mettre en avant. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord rassurer les Camerounais qu'il y a le kilowatt qui peut être baissé et que l'énergie électrique sera disponible? On parle de la même. On arrive en combattant la fraude, c'est vraiment l'urgence là-bas? Si vous ne renouvelez pas l'outil de production, vous ne pouvez... Vous savez combien coûte un transformateur? Les transformateurs qui pètent partout là parce que les gens volent l'électricité. Or, nous n'avons pas cette technologie. Nous ne l'avons pas. Donc, quand un transformateur pète, on va l'acheter à l'extérieur. Nous ne savons pas construire les centrales hydroélectriques. Nous sommes obligés de nous endetter, de chercher des partenariats pour pouvoir construire ces centrales électriques parce que la technologie qui y est, nous ne la maîtrisons pas encore. Nous avons besoin d'acheter cette technologie-là. Et donc, je disais qu'avec un faible marché, donc, il est nécessaire pour les pays africains de se mettre ensemble. Or, chaque pays clame sa souveraineté. Nous avons Dangote ici qui est présent au Cameroun. C'est un mastodonte nigérian. C'est un exemple peut-être sur lequel il faudrait s'aligner. Non, moi je parle des infrastructures structurantes. L'électricité, par exemple, est une entreprise, est une infrastructure structurante pour un pays. Quand je parle de structurante, c'est qu'on ne peut pas produire sans l'énergie. Oui, et que... Il y a des exemples de partage en termes d'infrastructures électriques sur le continent africain déjà? Bon, c'est pas... Vous savez, le vrai problème même de l'Afrique, c'est sa capacité à produire de l'énergie électrique. Et qui nous plombe au niveau de notre capacité, permettez-moi la technologie, la tautologie, à produire. Et donc à vendre à l'extérieur. Parce que dites-vous que nous ne pouvons être rentables que parce que nous vendons plus que nous n'achetons à l'extérieur. Or, la situation de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous achetons beaucoup plus que nous ne vendons. Merci. Donc il y a un déficit de la balance commerciale qui fait que nos économies ne sont pas rentables et nos industries avec toi. Il faut réfléchir à un modèle plus pertinent et je continue à dire que la Chine a la taille d'un continent.
l'Union européenne est en train de se mettre ensemble. Les États-Unis d'Amérique même ont la taille d'un continent. Si chaque pays continue à réfléchir et seul, individuellement, nous n'allons parvenir à rien. Merci, et nous serons la proie de ces grosses puissances-là, et tout le temps. Et nous allons tout le temps venir ici nous lamenter, nous plaindre, sans que nous ne trouvions jamais de solution à nos problèmes, malheureusement. Merci. On va trouver des solutions sur Ouro Africa. Des réactions qui viennent de par le continent. Le téléspectateur béninois insiste, puisqu'il dit, je suis désolé de le dire, nos intellectuels aiment des raccourcis pour se faire voir. Il vous parle de colonialisme, du panafricanisme, de la monnaie, surtout le CFA. Dites-nous, ces pays qui n'utilisent pas le CFA sont à quel niveau de développement? La Guinée qui a créé sa monnaie est à quel niveau de développement? Le Mali également créé sa monnaie avant de revenir au CFA. Quel était le niveau de développement? Au lieu de parler tout le temps de la monnaie, et lisez les dirigeants qui vont sortir de cette monnaie. La Mauritanie l'a fait sans crier sur les toits quand il a découvert le fer de Mouadibi et sans pleurnicher. Dr Mbok a été à tête de poule d'un candidat à la présidence du Cameroun. Pourquoi ils n'ont pas été élus malgré l'idéologie panafricaine? Alors, du Bénin, on ne va pas faire tous les débats en un seul. Restons sur ce qui nous interpelle de façon particulière ce soir. Autre réaction, la renationalisation de l'entreprise repose sur un principe. La souveraineté, et elle a pour objectif de construire la force, la puissance de la nation. Elle repose également sur une vision globale, celle de construire l'hégémonie et l'influence de la nation tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Oh là là, c'est quasiment un mémoire que vous nous avez envoyé. Docteur, d'où l'importance de ce dont parlait le docteur Essomba. En dehors de ce prisme-là, toute tentative de renationalisation n'est pas aboutie à rien. Les exemples sont tellement légion que la bonne question à poser est celle de savoir sur quoi doit reposer la nation et c'est quoi la nation. Tout le reste, c'est-à-dire la réussite des entreprises publiques, n'est qu'une conséquence. Gilles Fabrice Bisonneau a réagi sur ce plateau. Bonsoir, j'aime beaucoup l'analyse du Dr Mbok. Pour moi, l'État doit concilier la souveraineté nationale avec l'efficacité économique et la qualité des services. Malgré ces défis, plusieurs pays africains considèrent la renationalisation comme un moyen de renforcer leur souveraineté économique, de mieux valoriser leurs ressources naturelles. C'est M. Karl Diop Bégué, qui est un chercheur, qui a réagi. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Yannick Belinga depuis Bolova, content de découvrir votre programme ce soir et merci pour ce sujet très pertinent et instructif. Toutes mes admirations au petit frère, le docteur Essomba, je comprends sa passion, mais attention de se tromper en donnant des exemples évasifs. Chacun... Bonsoir à vous sur le plateau. Stéphane, je suis un peu dépassé par certains effets de mon pays. Je suis un jeune de 26 ans. J'ai un projet pour bâtir mon entreprise ici dans mon pays. Pour moi, 75,50% des articles que nous possédons en entreprise viennent des étrangers. Je n'aimerais pas aller dans un autre pays pour bâtir ce projet. Pour moi, l'avenir des jeunes est aujourd'hui un grand défi. Pour certains, mais le gouvernement actuel... Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère que vous nous reveniez après. Alors, moi, je me tourne vers Maître Jean-Guy Zogo et je reviens sur l'aspect évoqué par Lionel Foum. Maître Zogo, est-ce qu'on peut se servir du panafricanisme dans un environnement extrêmement compétitif et concurrentiel qui est celui des marchés africains qui sont ouverts? Et c'est un malheur de le dire à toutes les influences exogènes. Je voudrais d'ores et déjà être péremptoire sur un fait. Le rappel des faits de la situation de l'Afrique n'est pas de la pleurniche. Les faits sont têtus. J'ai l'habitude de dire que nous devons connaître, nous devons nous donner les moyens de connaître d'hier pour mieux comprendre aujourd'hui afin de mieux construire demain. Le professeur Joseph Tchoundjian-Pouni a été péremptoire. Une indépendance politique sans indépendance économique est une coquille vide. À la réalité, lorsqu'on parle de nationalisation, il y a un mot qui doit ressortir là, le mot nation. Nous ne pouvons pas être d'accord que nous avons des nations embryonnaires.
mais avoir la prétention de nationalité des entreprises pour avoir les résultats des nations qui, elles, ont déjà construit le socle de ce qu'est une nation. Oui. Parce que je suis toujours un peu amusé que l'on Et vous répondez quoi à Taïwan, par exemple? Justement, Taïwan, Vous répondez quoi au Qatar? c'est ça le Vous répondez problème. quoi à Singapour? Et c'est ça le malheur de l'Afrique, c'est que l'Afrique est comparée à des gens qui n'ont pas connu son histoire. Voilà. Vous connaissez l'histoire Je de Taïwan? suis désolé, Taïwan n'a pas connu l'esclavage. Je suis désolé, non, je suis désolé. L'Afrique, c'est l'esclavage arabo-musulman. 10 millions de morts. Il faut arrêter ça. Ensuite, c'est l'esclavage transatlantique. Ensuite, c'est la colonisation. Maintenant, on vous donne des indépendances qu'on a tronquées avec des accords soi-disant de coopération. Oui, monsieur, ça établit un système. Je suis désolé. Mais il faut prendre ça au sérieux. Parce que, je prends l'exemple. Attendez. Je reste avec vous. On avance, ces gens nous Je reste pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'africanisme n'est pas une excuse pour masquer nos propres éléments et manquements. Le panafricanisme vrai que vous vous prônez, est-ce que ça ne rejoint pas la litanie d'excuses qui empêche véritablement aux Africains de s'assumer? Moi, j'ai pris l'exemple de Taïwan, de Singapour, qui il y a 50 ans était comme nous, mais aujourd'hui sont les premiers. C'est quand il y a 50 ans, Singapour n'était pas comme nous. Ce n'est pas vrai. Il y a 50 ans, la Chine n'était pas comme nous. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de mentir aux Africains. Il y a un demi-siècle, aucun de ces pays n'était comme nous. Je suis désolé. Et c'est ça qui nous va. On refuse de regarder. Il n'était pas comme nous. Ils n'étaient pas comme nous. C'est-à-dire? Ils avaient subi l'esclavage? Non. Ils avaient été colonisés comme nous? Non. Je suis désolé. Attendez, je voudrais qu'on se comprenne bien. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Est-ce que vous savez Le que c'est les panafricanisme Chinois qui ont attends. construit le chemin de fer Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas pratiquement esclavagisé. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est un fait. Ils ont été vendus aux Amériques. Alors l'essentiel, le temps va le manquer. Alors l'essentiel. Vous savez, tout à l'heure, il a dit que la Chine a la taille d'un continent. La Chine n'a pas la taille d'un continent. C'est l'Afrique qui a la taille d'un continent. C'est 18 fois le Cameroun. Oui, mais l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Le problème, c'est que, et c'est un peu ça le malheur de la situation de l'Afrique, c'est que nous voulons absolument commencer à courir alors que nous n'avons pas appris à marcher. Il faut dire la vérité aux On marche Africains. pendant 100 ans. Il faut dire la vérité aux Africains. Stéphane Baga, on bâtit un pays sur la base d'un contrat social. Un pays comme le Cameroun n'en a pas. On n'a pas de contrat social. Il faut le dire aux Camerounais. Il faut le dire aux Africains. Je vous prends un exemple. Vous parlez de souveraineté. Quand on parle de nationaliser, ça veut dire qu'on défend sa souveraineté, non? Ok, vous êtes dans un pays qui est souverain, mais la carte nationale d'identité est fabriquée par une entreprise étrangère? Est-ce qu'on fait le débat? Justement, c'est pas que vous le voulez. Est-ce qu'on fait le moment? La difficulté que nous on a, nous les panafricanistes authentiques, la difficulté que nous avons, c'est que les gens veulent à la limite nous dicter les réponses. Nous on vous dit que là où nous sommes aujourd'hui là, nous avons une histoire atypique que nous devons d'abord accepter, comprendre. Nous devons tirer le son, nous devons prendre conscience de la relation de cause à effet. On n'est pas arrivé par hasard aujourd'hui là où nous sommes. On doit voir d'où nous venons. Et là où nous venons là, la Chine, Singapour, Taïwan, personne ne vient de là. Première chose. Deuxième chose. Eux, ils ont réussi, certes, à se libérer du carcan des infiltrations étrangères. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Sur ce plateau, nous parlons français. On ne parle pas anglais en Chine. Ah, je suis désolé, on parle d'abord le mandarin. C'est la langue du commerce, la langue. Non, je suis désolé. Oui, les Chinois font le commerce en mandarin, ils ne font pas en anglais. Les Chinois font le commerce en mandarin. Alors l'essentiel, voilà quoi le propos. Le malheur de l'Africain, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le pauvre Africain, au lieu d'accepter ce qu'il est, passe le temps à se comparer aux autres. Et a dit comme les autres font, moi aussi je... Oubliant que son histoire n'est pas celle des autres. Vous voulez nationaliser des entreprises publiques dans des pays où les nations sont encore embryonnaires?
Vous êtes sérieux? Ou est-ce que vous avez des nations, des États qui sont des... Non, les États lilliputiens d'Afrique sont des fabricateurs. Merci. La solution, elle est simple. Oui, et la solution, c'est le panafricanisme authentique. Merci. C'est-à-dire la rupture idéologique et praxiologique avec l'ordre néocolonial établi. Merci. Docteur Somba, la question pourrait être la même. Permettez que je pose la question. La question que j'ai posée à Maître. C'est ça le film d'Ariane de Somba. C'est ça. Est-ce qu'on va être compétitif avec le logiciel que nous avons? Et je précise que ces acteurs politiques on peut l'être. Qui disent que non, il faut attendre encore un peu, on a des chaînes, on a ceci, parce que nous on dit. Est-ce que le monde d'aujourd'hui va nous attendre, docteur Somba? Alors nous allons, à l'heure où il y a 50 000 ingénieurs par année en Chine, est-ce que l'Afrique peut être compétitive? Nous on produit des docteurs en L'enjeu lettres modernes françaises. L'économie mondiale repose sur un seul facteur pour émerger. Il faut produire. Nos économies ont échoué parce que c'était des économies de rang. L'enjeu aujourd'hui, c'est la production. Et vous ne pouvez pas produire en ayant un modèle de gouvernance bureaucrate. Il faut un modèle de gouvernance compétitif. Qui a placé et on n'a pas besoin. C'est ce colon-là. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'outil de production, vous ne pouvez pas produire. Romancer. Non. Comment tu dis que nos romancer? États africains soient importants, ils ne peuvent rien faire parce que les questions de monnaie. Voilà. La Côte d'Ivoire utilise le CFA. Le Cameroun n'a pas réussi à mobiliser 2000 milliards en 6 mois dans l'endettement. La Côte d'Ivoire est plus endettée que le Cameroun. Alors que la Côte d'Ivoire vient de mobiliser 48 000 milliards. C'est un pays qui utilise le CFA. Oui. Mais le logiciel de gouvernance endogène a réussi à dépasser nos avatars et nos tas internes. Tenez le cas de la CNPS. La CNPS était plombée par les lois de 2017. Timothée, il ne faut pas que le service commercial me... Non, c'est une entreprise. Me tape sur les doigts, oui. La CNPS était plombée par les lois de 2017 qui voudrait qu'on nomme un agent comptable et on nomme un contrôleur financier à partir du ministère des Finances. Le DG a excipé la convention CIPRES qui demande à tous les États membres de laisser les structures qui gèrent la sécurité sociale fonctionner uniquement sur la base de la convention CIPRES. Résultat des courses, on n'a plus de contrôleur nommé du MINFI, on n'a plus un agent comptable qui vient du MINFI et le boom financier est visible au niveau de la CNPS. Parce que le top management est le seul maître. Peut-être eux, ils ont les mains libres. Ils ont arraché cette liberté. Tout le monde peut le faire? Bien sûr, c'était un combat houleux. Le dispositif aujourd'hui permet aux entreprises de fonctionner. Sauf que, il y a un problème. Je vais vous faire une révélation. Est-ce que vous savez que nulle part dans l'arsenal juridique camerounais, la nationalisation n'est encadrée? Elle existe dans le code des investissements, mais on n'en dit pas plus. Pour trouver le fondement juridique de la nationalisation, il faut aller dans la résolution 1803 des Nations Unies, qui encadre la nationalisation à travers l'obligation de respecter la loi, oui, l'obligation de ne pas faire une nationalisation sélective, l'obligation de payer le juste prix et l'obligation de le faire de façon prompte. On appelle ça le code de Hull. Comment les pays africains peuvent se lancer dans un processus de nationalisation, de renationalisation sans cadre juridique interne? Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Socadel, nous y revenons. À la primature des réunions, avait validé 180 milliards. Le ministre de l'eau a commandé une contre-expertise qui a ramené l'affaire à 78 milliards. C'est le même État. Comment est-ce possible que certains fonctionnaires à gauche étaient d'accord pour 180 milliards et d'autres fonctionnaires à droite ont réussi à descendre à 78 milliards? Défaut de cadre juridique. Si nous nous lançons dans le processus de quête de notre souveraineté, je suis d'accord, il faut respecter les défis. oui. Le premier défi est un défi financier parce que la nationalisation a un coût.
Le deuxième défi est un défi réputationnel, parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux investisseurs qui vont venir ici créer des entreprises ou prendre des entreprises et à un moment donné, on va les chasser. Sinon, on va perdre les investissements directs étrangers. Qu'il faut le rappeler. Alors, Timothée, en termes de défi, est-ce que le premier défi n'est pas ce qu'on vit sur ce plateau, avec toutes ces excuses qu'on veut bien nous faire intégrer et faire intégrer la population, on ne marche pas assez, on n'a pas couru assez vite, ceci, cela. Est-ce que ce n'est pas là le principal problème sur lequel il faut d'abord travailler, rendre l'Africain compétitif à la face du monde? En quoi est-ce que un journaliste norvégien serait mieux outillé que nous autres ici? Stéphane Barga, je ne peux pas battre d'un revers de main les questions de souveraineté monétaire, oui, les questions qu'ils ont développées. Elles justifient tout? Elles sont pour moi lointaines. Le problème est là. Tenez le cas de Camtel. Où est Blue Money que nous attendons depuis? Blue Money tarde à venir. Or, les pesanteurs ne sont pas des pesanteurs techniques. Ce sont des pesanteurs managériales. Vous voyez, vous vous rappelez que le directeur, elle va m'excuser, face à un journaliste, n'a pas pu répondre à la question de savoir est-ce pourquoi Camtel a plus d'effectifs qu'Orange et MTN mais produit des résultats inférieurs. Or, dans la vérité, Camtel n'a pas plus d'effectifs qu'Orange et MTN. Sauf que Orange et MTN fonctionnent avec le partenariat en sous-traitance. Parce que s'il faut être correct, Orange et MTN ont 6 fois plus d'effectifs que Camtel. Donc, le directeur général de Camtel a accepté qu'on lui dise qu'elle a trop d'effectifs, alors que c'est faux, elle n'a pas trop d'effectifs. Voilà le premier problème. Ça revient à la question du casting. Qui nomme-t-on, là je suis d'accord avec la réponse de mon frère Mbara, l'intervention de mon frère Mbara tout à l'heure, qui nomme-t-on à la tête des structures des entreprises? Quels sont les profils? Tout ça se codifie. Le ministre des Finances, je vais sortir par là, a catégorisé les entreprises. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. À partir de là, on peut définir les job profiles. Oui. Il faut avoir exercé à une haute fonction peut-être 5 ans ou 10 ans pour être capacité à gérer une entreprise de première catégorie. Merci. Maintenant, Léonide va m'excuser qu'elle n'a pas de technologie. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de technologie. On manque de technologie. EDC vient de construire le barrage de Lompanga avec l'usine de pieds qui produit 32 MW. C'est l'expertise camerounaise. Merci, docteur Thomas. Le problème est la vision. l'expertise On camerounaise. commence d'histoire par là. Ce n'est pas les On Camerounais qui ont commence. construit On ça. commence par la vision. C'est l'expertise Après la camerounaise. vision, il faut codifier. C'était Parce la- que sans les lois ou sans les bonnes lois, on ne va pas s'en sortir. Et là, on veille à les appliquer. Jean-Boris Mbok, avant que Franck Manson ne dise un mot, je vous donne 2 La minutes. population qui a construit Alors, le barrage. C'est non, pas c'est- EDC. S'il vous plaît, on n'a plus le temps, on va te couper. Allez-y, Vous Jean-Moïse. savez, je vais simplement rappeler que ce soit la Constitution, que ce soit le premier texte fondateur des États colonisés, ces textes ont été rédigés par les colons. Voilà. Que ce soit la mise à pied des premières entreprises, de leur fonctionnement, elles étaient administrées par le colon. Oui. Voilà. Quand le colon s'en va, il laisse un modèle qui est inopérant. C'est clair. Et c'est ce modèle-là qu'on essaie d'embellir, d'arranger, de machin. De manière Aujourd'hui, structurelle. Stéphane, il est une chose de voir un appartement vide et estimer qu'il est l'appartement parfait. Et une autre d'y habiter et de découvrir les réels problèmes de l'appartement. De l'appartement. Le problème qu'on a au Sénégal aujourd'hui, c'est un message. Entre quand on est dehors, Et quand on est arrive à dedans, l'intérieur. voilà. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression à ceux qui nous suivent que nos gouvernants sont des vauriens, sont des paresseux. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Si, parce qu'on a parlé de la gouvernance, de la qualité des personnes. On a interrogé l'état d'esprit. L'état J'ai dit d'esprit. donc, La Stéphane, qualité de ressources j'ai humaines dit donc, est un Stéphane, élément clé dans j'ai la dit donc, Ils ne performance. peuvent rien faire malgré on la bonne commence volonté. par le commencement. Quand on prend un État, on le prend dans sa réalité de ses traités, de ses conventions et de ses ententes non dites. Voilà. L'Afrique noire a beaucoup de conventions que certains chefs d'État ne maîtrisent même pas avant d'entrer en fonction. Oui. Quand donc ils entrent en fonction, ils découvrent des réalités qui sont difficiles. La dette au Sénégal. Voilà. Et je veux donc simplement dire ici, Stéphane, qu'il faudrait qu'on parle aux gens en se disant que demain on peut être aux affaires.
Et il ne faut pas qu'on soit de ceux qui racontent des histoires. Merci, Non, docteur. je peux pas. Non, le temps est achevé. Le temps est achevé. Les affaires en main, on change le logiciel, Oui. on tient compte des ressources, tout ce que vous voulez, mais on entre dans un cadre où on sait qu'on est en guerre. Voilà. On peut avoir des conflits qu'on ne maîtrise pas. Merci. Tout simplement. Franck Manson, en 30 secondes, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui sont censés donc porter cette dynamique de développement sur le continent? L'immobilisme victimaire est un aveu d'impuissance et d'inconscience des enjeux géopolitiques. Oh là là. Certes, il faut prendre en compte les aspects Immobilisme victimaire. soulignés, mais seulement il faut se projeter. Il faut se réinventer. La compétitivité, que ce soit d'une entreprise ou d'une nation, repose sur des facteurs principaux. Et le principal facteur, le facteur majeur, c'est le capital humain. Merci. Il faut redéfinir, en fait, il faut repenser les critères de définition justement du citoyen. Vous comprenez? Il faut une révolution spirituelle. Quand il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de Merci, merci, contrat social. Merci, cher monsieur. J'avoue que j'ai l'impression, vous dit la vérité. S'il vous plaît, qu'on n'a pas tout dit sur cette question. Alors je vais promettre à ceux qui nous regardent et surtout à ceux par milliers qui nous ont envoyé la contribution qu'on va essayer, autant que faire se pourra, lundi prochain, de revenir sur cette problématique qui interpelle bien au-delà justement du continent africain, puisque la diaspora, je vois des contributions qui ne sont pas venues d'Angleterre, qui ne sont pas venues de Belgique. On va revenir sur cette problématique lundi prochain pour essayer, au-delà des constats qui ont été faits, de faire des propositions pour que justement ce défi, celui des renationalisations, soit une victoire sur le continent africain. Bien le bonsoir à tous et rendez-vous lundi prochain, le soir à 21h à Yaoundé, Cameroun. Yeah.